Bien, le programme. Le programme. Donc vous avez tous eu dans vos boîtes aux lettres un exemplaire du programme. J'espère que tout le monde en a eu. Si jamais certains d'entre vous l'ont pas eu, vous pouvez, il y a des exemplaires disponibles dans le hall. Alors, comme vous l'avez vu, nous l'avons édité en une fois, avec un document complet qui comporte l'ensemble des éléments. Merci, Monsieur Malène, bientôt. Qui comporte l'ensemble des éléments pour que les Vénois aient sous la main ce document de référence. Puis on a essayé de faire qu'il soit agréable, facile à lire. Il y a des belles photos aussi qui ont été prises par Colistier, pour qu'il soit agréable à lire et que les Vénois aient envie de le conserver, puis que si jamais on est élu, finalement ça sert de référence et de suivi de ce que l'on fait après. Alors je vais pas tout vous redécrire puisque vous l'avez eu et j'espère que vous l'avez tous lu. Et en préambule, avant de rentrer dans le programme, deux mots des finances quand même. Si nous sommes élus, bien entendu, nous effectuerons rapidement un audit des finances. Pas forcément que nous ayons des doutes sur la gestion précédente, mais c'est important de savoir où on en est exactement. Nous ne disposons actuellement que du compte administratif 2019 qui indique alors des choses qui nous surprennent dans les documents annexes, comme par exemple un remboursement de dette qui doit intervenir cette année à hauteur de plus d'1,2 million. C'est quand même quelque chose de pas ordinaire. Donc, comme nous n'avons pas le budget 2020 et que ce budget 2020 sera voté le 12 mars, à 2 jours des élections quand même, vous pouvez être sûr que si on est élu, on modifiera ce budget immédiatement. Donc, on devrait voir dans ce budget comment est couvert le remboursement de cette dette extraordinaire. Alors c'est probablement, ce montant est particulièrement important, probablement parce qu'il y a eu un besoin de trésorerie en attendant de recevoir soit une subvention, soit un remboursement de TVA qui sont toujours décalés. Voilà, mais enfin c'est quand même pour nous une incertitude. Il y a également une épée de Damoclès, j'allais dire, qui reste, et dont je ne connais pas la situation aujourd'hui, qui serait intéressant de voir dans le budget 2020 ce qu'il en est fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la municipalité de Madame Nivou avait fait acheter par l'établissement public foncier régional un ensemble de terrains et de bâtiments pour plus d'1 million, 1,2 million je crois, qui comprenait à la fois l'atelier de levage, la maison des chefs et le terrain de Saint-Marcelin. Alors sur ces trois opérations que la municipalité actuelle a récupérées après les élections, l'atelier de levage, la communauté de communes a bien voulu la prendre à son compte puisque c'était un bâtiment à vocation économique et comme la compétence économique est transférée à la communauté de communes, donc la commune l'a acheté pour un montant quand même de 750 000 €, qui aurait dû normalement tomber dans les comptes de la ville. La maison des chefs, il n'y a pas eu moyen de faire autrement après plusieurs reports de l'acheter, et il reste le terrain de Saint-Marcelin. Un terrain de Saint-Marcelin, il y en a à peu près pour 250 000 €. Et vous vous rappelez, l'idée avait été au départ de faire un écoquartier à cet endroit-là. Ça vous dit quelque chose? Malheureusement, ça n'a jamais pu se faire parce que malgré des études fort chères, comme toutes les études, le résultat a été que le coût de revient de la construction de cet écoquartier était supérieur au prix de marché. Oui, ça. Et donc ça rendait impossible l'opération et elle a été annulée. Quand j'étais aux affaires, on a eu une opportunité, puisqu'il était classé en zone économique, d'y installer un centre de logistique. C'était bien, ça aurait été 40 emplois qui arrivaient sur Vennes. Malheureusement, les services d'urbanisme ont découvert un peu tard que dans ce terrain, il y a des vestiges néolithiques. Vous vous rappelez? Il y avait des trucs. Et donc, pas possible d'y faire quoi que ce soit. Donc, adieu aux vaches que l'on couvait, et l'opération n'a pas pu se faire. Et le terrain reste toujours là. Donc, le délai de remboursement a été reporté. Donc, j'espère qu'il y a une solution. Ce serait intéressant de savoir laquelle elle est. Donc, malgré ces incertitudes, nous avons bien entendu effectué des simulations financières de notre programme
pour voir s'il était finançable. La réponse c'est oui, il est finançable. Et les incertitudes, suivant la manière dont ça tourne, ne joueront que sur la vitesse de réalisation du programme. C'est-à-dire qu'en fonction des capacités qu'on aura, on pourra aller plus ou moins vite dans la réalisation du programme dont on va vous parler. Dont je vais vous parler. Alors ce programme, vous l'avez vu dans le document, comporte deux grands axes. Un premier sur le bien-être des habitants et un deuxième sur le développement de la ville. Et en fait, en mêlant des actions simples, pas chères, je crois que les trucs pharaoniques, c'est fini. De toute façon, les finances vont être contraintes pendant quelques années. En mêlant des actions simples et pas chères pour améliorer le quotidien de tout un chacun et avec une vision quand même long terme pour sortir du déclin dans lequel Vennes se trouve. Alors, qu'est-ce que l'on met dans le bien-être des habitants, qui couvre de nombreux domaines que je vais vous lister les uns après les autres. Il y a d'abord le pouvoir d'achat et la pression fiscale. Je crois que nous faisons beaucoup de porte-à-porte, nous faisons aussi des réunions chez les habitants, et toutes nous ont dit c'est pas possible, les impôts ils n'arrêtent pas d'augmenter. Vous avez déjà, alors si on regarde de près, vous avez la part départementale qui a augmenté de 25%. Vous avez quand même une candidate conseillère départementale qui a voté cette augmentation. On a eu une augmentation de la part municipale de 7%. C'est aussi considérable, et c'est celle contre laquelle j'avais voté. Et puis il y a toute l'histoire des ordures ménagères avec un débat un peu surréaliste entre, alors je ne vais pas rentrer dans les textes, sinon j'en ai pour une heure, entre la taxe et la redevance. La taxe étant perçue directement par les impôts et la redevance étant perçue par la Comcom. Je crois que la Comcom a démontré qu'elle n'est pas capable de percevoir une redevance, et que donc il y a eu un aller-retour, il y a la taxe, on est passé à la redevance, on est revenu à la taxe. Et évidemment, ça fait des différences à chaque fois qu'il n'est pas toujours facile à analyser. Moi, ma position sur ça, c'est qu'il n'y a pas de solution juste, ou plus juste l'une que l'autre. La seule solution juste, ce serait de payer au poids de déchets que chacun met dans les poubelles. Mais bon, on va y arriver, mais on n'y est pas encore tout à fait. Et que la seule l'action véritable que l'on doit avoir, c'est pas de se battre sur taxes ou redevances, c'est de faire en sorte que les dépenses de collecte et d'assainissement baissent. Donc ça fera baisser, que ce soit la taxe ou la redevance, ça fera baisser ce que vous aurez à payer. Alors pour ce qui concerne la part municipale, donc moi j'avais voté contre au conseil municipal il y a un an qui votait le budget 2019, et comme j'ai de la suite dans les idées, j'ai bien l'intention de trouver les moyens pour revenir sur cette augmentation et l'annuler progressivement bien sûr, mais l'annuler. Ensuite, nous avons un chapitre sur les personnes âgées. Les personnes âgées, vous le savez, c'est une part importante de la population qui mérite bien entendu une municipalité à ses côtés dans tous les aspects de la vie quotidienne, que ce soit la mobilité, mais également pour ces personnes âgées, le maintien des commerces de proximité. Nous ont toutes dit, c'est extrêmement important de maintenir des commerces de proximité parce qu'on ne peut pas s'y déplacer facilement, etc. Donc c'est exactement dans l'axe de ce qu'on veut faire. Et puis il faut aussi qu'on arrive à remettre en place sur la ville une résidence pour personnes âgées non dépendantes. Voilà, il n'y en a plus aujourd'hui. Vous passez du maintien à domicile directement à l'EHPAD. C'est quand même pas normal, ça. Alors, Daniel Chevalier nous dirait qu'il y avait le Mertier aurait été parfaite pour ça. Dommage. Il y en a d'autres qui ont décidé que ce serait utilisé pour autre chose. Les voiries. La municipalité actuelle, et j'étais d'accord sur le principe, c'est beaucoup axé sur l'amélioration des grands axes. Il y a eu l'avenue Gambetta, il y a eu l'avenue du Commandant du Mont, il y a eu l'avenue Picasso. On peut regretter que sur l'avenue du Commandant du Mont, il n'y ait pas de piste cyclable. On peut regretter qu'on ait planté des arbres à tiges qui forcément poseront problème un jour. Alors on peut aussi se poser la question pourquoi les bancs ils sont dans son sable. Enfin bon, c'est une autre question. C'est une autre question. Donc nous, notre priorité, comme de toute façon il n'y aura pas énormément d'argent disponible, c'est de s'occuper des rues de Vennes. Parce que en dehors de ces grands axes, il y a plein de rues à l'intérieur de Vennes qui sont dans un état lamentable, avec des nids de poules, des crevasses. Il y a vraiment quelque chose à faire. Et avec Christian, on a commencé à faire l'inventaire.
Et ce qu'on vous proposera, c'est un plan pluriannuel qui sera communiqué à la population, comme ça chacun saura qu'est-ce qui va être fait en cours. Et puis bien entendu, on va être suffisamment intelligent pour que si on refait le revêtement, d'enfouir au passage les réseaux pour ne pas avoir à refaire deux fois le revêtement. La circulation, les poids lourds, c'est un vrai problème. Quand on est allé visiter les gens dans les HLM en face de Super U, ils nous ont tous dit que c'est infernal, Alors, on n'a pas de solution miracle pour ça, mais je pense qu'en discutant avec le département, on doit pouvoir peut-être trouver des solutions. C'est aussi un enfer pour les gens de l'avenue des Martyrs, à la fois parce qu'il y a beaucoup de camions, puis surtout il n'y a pas de trottoir, donc il y a des trottoirs à faire, là, c'est la moindre des choses. Et puis, je ne sais pas, établir un sens de circulation des camions, parce qu'il y en a qui passent par le Pignon et l'autre par on appelle les égarés, les égaux, pardon. Les égarés, c'est très coûteux. Et les égaux. Alors, je ne sais pas, je crois qu'il y a des discussions en cours avec peut-être une obligation pour les camions de passer tous par le Pignon et le Pont d'Aspe. Enfin, bon, voilà, c'est des choses que forcément à laquelle on s'intéressera de près. Alors après, dans le futur, imaginez une déviation pour les camions. Je pense qu'on y réfléchira, mais je crois que ça dépassera cette mandature-là, vu l'importance des travaux que ça représente. Les jeunes, 15-20 ans, donc Paul vous a dit qu'il était particulièrement intéressé par ce point, et donc il est plein d'idées, avec création d'un animateur de rue, création d'une maison des jeunes, spécifiquement, différente de la maison des jeunes et de la culture, une maison des jeunes où ils peuvent se retrouver, ils peuvent s'organiser, avoir leur animation propre. Tout ça, une idée pour leur donner une occupation et qui ne soient pas attirés par des choses pas forcément agréables. Et puis nous avons une idée un peu originale, c'est le permis de conduire. Le permis de conduire, c'est quelque chose qui coûte cher aujourd'hui. Et beaucoup de jeunes peut-être n'ont pas forcément les moyens pour passer tout de suite leur permis de conduire. Donc on a l'idée de proposer de subventionner le passage du permis de conduire. Alors, on ne sait pas encore, on va pas regarder en détail, mais à hauteur de 50%, en échange de travaux d'intérêt général. C'est une très bonne chose pour les jeunes, et puis ça leur inculque un peu l'esprit de l'intérêt collectif. Voilà. Le stationnement. Alors, le stationnement, c'est en fait, c'est tout un monde. Il y a un fameux bureau d'études là, qui a été utilisé à grands frais pour la programmation par concertation, qui avait trouvé qu'il n'y avait pas de problème de stationnement à Vennes. C'est pas compliqué. Si les gens voulaient aller faire le centre-ville, ils avaient qu'à aller se garer aux arcades. Vous voyez, les arcades pour le centre-ville. Ou alors créer ce qui est apparemment prévu, et que nous reviendrons dessus, bien entendu, un parking de 150 places en face de l'Arac sur le terrain failli. Voilà, nous, c'est pas notre avis. On pense qu'il y a à reprendre complètement le problème du stationnement dans Vennes. Je veux dire, dans une ville comme la nôtre, la voiture reste très importante. On a beau avoir un fond écologique, la voiture reste très importante, et puis il faut que les gens puissent se garer à proximité de là où ils vont, à proximité des commerces de proximité. Vous imaginez aller à la boulangerie et faire un créneau pour aller acheter une baguette? Non, c'est pas raisonnable. Il y avait des parkings en épi qui étaient quand même nettement plus faciles à utiliser pour ce genre de choses. Les associations, bon, j'ai beaucoup parlé de mon caractère associatif. Les associations à Vennes, il y en a beaucoup, et c'est ce qui fait le cœur et le poumon de la ville. C'est elles qui créent le lien social, c'est elles qui font l'animation de la ville. Et je pense qu'il faut arrêter, vu de la municipalité, de ne les voir que comme des quémandeurs de subventions. C'est des gens qu'il faut aider. Alors, par des subventions, bien entendu.
mais aussi dans les aider à monter des manifestations, avoir l'appui des services techniques pour, quand il y a des installations à faire. Et puis nous comptons recréer notamment un comité des fêtes. Et il y a quelques personnes dans la liste qui sont prêtes à s'y impliquer pour initier le mouvement. Le comité des fêtes, c'est quelque chose d'essentiel aussi pour organiser l'animation de la ville. Propreté et sécurité. Alors il y a des gens qui ont lu notre programme et qui ont cru qu'on avait dit que la ville était sale. Non, c'est pas ça qu'on peut dire. La ville, elle est quand même plutôt propre, faut le reconnaître. Par contre, il y a encore des îlots qui sont pas bien traités. Moi, je pense à la place de l'église et tout le quartier autour, où il y a encore beaucoup de déjections canines de pigeons. Je pense à la Rulée au Cornin, où il y a des déjections de pigeons. Alors, sur la déjection canine, je pense que c'est un problème d'incivilité, donc il faut réagir contre ça. On pense qu'il y a des propriétaires de chiens qui amènent leurs chiens pour faire leurs besoins au jardin public dans le bac à sable, ou qui amènent leurs chiens pour faire leurs besoins autour du plan d'eau. C'est quand même extraordinaire, ça. On peut pas admettre ce genre de choses. Alors il y a peut-être de l'éducation à faire, je sais pas. Mais il faut arriver à corriger ça. Alors sur les pigeons, on peut pas gronder les pigeons. Mais par contre, j'ai noté une fois dans un article de Dauphiné Libéré, une ville qui avait mis en place un pigeonnier collectif. C'est-à-dire qu'un pigeonnier qui est mis en place par la commune, ce qui fait, et puis on y attire tous les pigeons, déjà, c'est mieux. Et puis, on peut faire un espèce de contrôle des naissances, remplaçant les œufs par autre chose au fur et à mesure. Et pour contrôler un peu la population de pigeons. On ne veut pas éradiquer les pigeons, on veut éradiquer les comment on appelle ça déjà, les fientes de pigeons. Voilà. Sur la sécurité, nous avons une policière municipale, c'est très bien, elle fait bien son travail, mais le temps de présence est insuffisant. Il faut avoir une présence beaucoup plus constante pour avoir l'efficace. Et c'est pas Michel Vachier qui va me contredire, un ancien major de la police municipale. Voilà. Et donc nous envisageons de créer un poste supplémentaire de policier municipal pour augmenter la présence sur le terrain. C'est quand même ça qui fait, c'est ce qu'il y a de dissuasif et qui permet d'avancer dans ce sens-là. Les écoles, qu'est-ce que vous êtes au courant de ce qui pèse sur l'avenir du nombre de classes à Vennes. Nous, en tout cas, nous nous battrons pour maintenir toutes les classes. Nous nous battrons pour maintenir les postes d'enseignants. En espérant que les décisions ne sont pas déjà prises. Et puis par ailleurs, il y a un projet de cantine dont je ne sais pas où il en est exactement, mais enfin, de cantine qui doit permettre aux jeunes de ne plus avoir, les enfants, à avoir allé des écoles jusqu'à la RAC pour déjeuner, traverser à pied la ville par tous les temps, donc mettre en place une cantine centrale au niveau centre-ville. Donc là, encore une fois, je me rappelle qu'il y avait un projet qui était en cours, je ne sais pas où il en est, s'il est lancé, on le continuera, s'il n'est pas lancé, on le lancera. L'environnement. L'environnement, nous sommes tout à fait pour l'écologie, mais contre l'écologisme. L'écologisme, c'est la version dogmatique de l'écologie. On parle de dogmatisme, c'est quand on dit il faut supprimer, il ne faut plus de voitures en ville. Et dogmatique quand on dit il faut planter des arbres à la place des parkings. Ça, c'est pas notre orientation. Encore une fois, dans une ville comme Vennes et dans un territoire comme les Hautes-Alpes, la voiture est quelque chose d'indispensable et c'est pas demain qu'on pourra s'en passer. Et donc, il faut faciliter l'usage de la voiture, faciliter le stationnement, on en a parlé. Par contre, en dehors de ça, il y a les énergies renouvelables. Alors bon, les éoliennes, je pense que c'est même pas la peine d'y penser chez nous. Ça gâcherait complètement le paysage, sauf peut-être des toutes petites éoliennes. Il y a une éolienne individuelle qui existe sur Vennes. C'est où? Non, bon, vous ne l'avez plus. Ça marchait pas?
Il n'y a pas assez de vent. Bon. Donc les éoliennes, c'est pas la chose. Par contre, les panneaux photovoltaïques, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait intéressant. Donc il faut en mettre un maximum sur les édifices publics, ça c'est sûr. Peut-être voir comment aider les particuliers à en mettre chez eux. Et je suis assez favorable à un parc photovoltaïque, celui qui est prévu sur le plateau de Châteauvieux. D'ailleurs, j'avais participé à la sélection du site à l'époque. Il faut évidemment que tout ceci se fasse en concertation avec la population et surtout avec les chasseurs, parce que le plateau de Châteauvieux, c'est un territoire de chasse tout à fait important, et on ne peut pas comme ça supprimer un territoire de chasse, mais il y a sûrement des compromis à trouver, il suffit qu'on discute. Et si on arrive au bout de cette opération, ça peut produire une quantité d'électricité qui peut nous permettre de tendre vers une autoconsommation collective. C'est-à-dire que la ville de Veynes pourrait être presque autosuffisante en énergie. C'est quand même un concept super intéressant. Et puis cette autoconsommation collective qui est autorisée par la loi depuis le début de l'année. Avant, c'était l'autoconsommation individuelle seulement qui était autorisée. Là, depuis le début de l'année, l'autoconsommation collective est autorisée. Et je pense que, pour moi, c'est un bel objectif, ça. Essayer d'être autonome en énergie. Voilà. Alors, donc, le plateau de Châteauvieux, à voir si on trouve un accord avec les chasseurs et la population. Par contre, un parc photovoltaïque aux égaux, non. C'est un lieu de promenade pour les familles. C'est là où les gens vont pour ramasser leurs champignons. Enfin, je veux dire, on va pas gâcher ça. Non, ça, je suis absolument... Enfin, nous sommes absolument contre cette idée. Le patrimoine, la préservation du patrimoine. Alors, Veynes a un passé ferroviaire extrêmement important et riche. Malheureusement, la rotonde a été démolie à l'époque. On ne va pas la reconstruire, mais il reste la plaque tournante. Il reste l'atelier de levage, qui était juste attenant à la rotonde. Donc voilà, pourquoi pas, en discutant avec la SNCF, imaginer quelque chose, et puis qui pourrait être combiné avec ce qui se fait sur le Veinart, finalement, où les gens ne savent pas où garer la locomotive qui sert au Veinart, qui a beaucoup de succès. Il y a l'écomusée, qui commencent à être tout à fait à l'étroit, qu'il faudra peut-être, on réfléchira à voir si on peut le réimplanter ailleurs. Et puis en tout cas, on demandera à la Comcom d'arrêter le projet de réaménagement du jardin, ça n'a pas de sens. L'écomusée ne va pas rester là. Puis c'est une conception qui a été faite par le fameux bureau d'études qui a fait la programmation par concertation. Donc, vous imaginez, ils n'ont surtout pas tenu compte de l'avis des spécialistes. Donc ça nous demanderons à la Comcom de l'arrêter. Les façades et les vitrines, redonner un aspect accueillant et puis éviter tous les aspects sauvages sur les vitrines qui ne sont pas occupées. Le chemin romain, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Actuellement, vous savez que compte tenu des chutes de pierre, le chemin romain est interdit sur toute une portion. Alors c'est quand même dommage. Les Romains qui, il y a presque 2000 ans, ont réussi à faire ce chemin. On n'est plus capable de l'utiliser alors que c'est un chemin de promenade important. Donc on étudiera de près toutes les solutions de sécurisation qui pourront exister pour le réouvrir à la population. Au assainissement, ça c'est quelque chose qui, les trois listes vont forcément, qui se présentent, auront à faire face à ça. Il y a un plan qui est, vous savez qu'il n'y a pas eu d'investissement pendant de très nombreuses années et que du coup on a un réseau d'eau potable et un réseau d'assainissement qui sont en très mauvais état, une station d'épuration qui arrive en fin de vie avec une amende importante que l'on a à payer à l'Europe. Donc il y a tout un plan qui a été mis en place qui représente quand même 5 millions d'euros. Donc c'est très bien qu'il ait été lancé, c'est un peu tard, mais c'est très bien qu'il ait été lancé et on continuera. Le seul question que je me pose, c'est comme le budget de l'eau, c'est un budget en soi, donc il doit s'équilibrer.
Donc comment on fait pour équilibrer les dépenses qui vont être faites? Il va falloir être très vigilant pour maintenir le prix de l'eau et qu'il ne s'envole pas. Et puis peut-être que ça peut aussi se discuter dans le cadre de la COMCOM, parce que l'État ne donne plus d'aide dans ce domaine-là qu'aux EPCI, enfin, qu'aux COMCOM. Culture, médiathèque. Bon, on ne va pas revenir sur le sujet, je me suis battu contre la conception qui fait que, sans beaucoup de succès, malheureusement, qui fait qu'on a une salle de spectacle qui est raccourcie et une micro salle de cinéma qui fait à peine 50 places. Le coût, on finira peut-être par le connaître précisément un jour. Enfin, peu importe, ça a été dépensé, le bâtiment existe. Il faut être pragmatique, hein, il faut l'utiliser. Et l'utiliser au mieux, en faisant en sorte que le coût de fonctionnement soit raisonnable, et en faisant en sorte qu'il soit des spectacles qui soient de toute nature et de toute variété pour intéresser le maximum d'habitants. Voilà pour le chapitre bien-être qui est bien rempli. Le deuxième grand axe, c'est le développement de la ville. Alors dans le développement de la ville, il y a d'abord le tourisme qui est un élément essentiel de notre économie. Alors c'est une compétence de la communauté de communes, il faut peser au maximum, donc faire partie de la commission tourisme et faire partie du conseil d'administration de l'Office du tourisme. Mais il faut surtout soutenir les acteurs du tourisme, que ce soit les restaurateurs, les hébergeurs et les associations qui organisent des manifestations sportives qui attirent du monde. On a la chance d'avoir de grandes manifestations sportives qui sont organisées et qui attirent du monde, mais on peut faire plus. La municipalité a refusé d'accueillir le rallye du Dévoluy, et du coup ils sont allés s'installer, ils se sont mis à Serres, c'est quand même dommage. Toutes ces grandes manifestations qui attirent du monde, en général, à chaque fois qu'on investit 1 euro dans ces manifestations, on récupère en général 6 euros de retombées économiques sur l'économie locale. Donc il faut y aller à fond. Le développement économique, c'est vital. Je pense qu'on l'a déjà expliqué plusieurs fois, il faut faire venir de nouvelles entreprises pour avoir de nouveaux habitants, de nouvelles ressources pour la ville et de nouveaux emplois pour nos jeunes. Alors il y a 2 types d'entreprises. Les très petites, 1, 2 ou 3 salariés, en général, elles n'ont pas de moyens financiers. Et en général, ce qu'elles cherchent, c'est un local. Donc il faut avoir quelques locaux disponibles pour pouvoir les accueillir et être capable de faire un loyer qui soit attractif pour eux. Mais il faut savoir qu'on prend un risque quand on fait ça, parce que ces entreprises sont fragiles par nature. Et il y a un taux d'échec, quoi qu'on fasse, il y a toujours un taux d'échec, mais il faut le faire, parce qu'il faut aider ces petites entreprises, et puis petite entreprise peut-être un jour deviendra grande, donc il faut participer à ça. Et puis il y a les entreprises à caractère industriel, qui font 10, 40, 50 employés, un peu comme CGR, un peu comme RD Technologies, un peu comme Vitrosort. Et ces entreprises à caractère industriel, ce qu'elles recherchent surtout, c'est du foncier, ou bâtir suivant leurs spécifications à eux, et pas s'installer dans des bâtiments standards. Et en fait, nous avons besoin de ces 2 types d'entreprises. Et pour la deuxième catégorie, il y a 2 conditions pour qu'elles puissent venir, et qui n'étaient pas satisfaites jusqu'à présent. C'est qu'il faut, dans le PLU, des surfaces disponibles à vocation économique. Et depuis début 2018, il y a 6 hectares disponibles. Donc il faut qu'avec la communauté de communes, nous réalisions la maîtrise foncière et que nous engagions les travaux d'aménagement pour aller chercher après des entreprises. Vous n'allez pas aller chercher une entreprise, si vous n'avez pas de surface à leur proposer. Vous allez dire, venez voir, mais bon, ce sera pendant 3 ans ou 4 ans. Ils vous disent, écoutez, venez voir quand vous serez prêts. Il y a une deuxième condition importante pour faire venir ce genre d'entreprise, c'est la disponibilité de la fibre optique. La fibre optique, on nous l'avait promise pour fin 2017, on est début 2020, et elle arrive, parce que il y avait un système avant pour piloter la mise en place de la fibre optique sur le département, qui était un système ultra compliqué, avec une gouvernance compliquée, avec des gens à la tête de ça qui n'étaient pas vraiment, qui connaissaient rien à ces problèmes de réseau.
Ben, le résultat était là, c'est que les délais ils ont flambé, les coûts ils ont flambé, et résultat, à fin 2019, il n'y avait pas une prise dans les Hautes-Alpes de fibre optique mise en place. Alors une chance, le gouvernement, dans le cadre de l'attribution des fréquences 5G, a dit aux opérateurs, écoutez, on vous donnera des fréquences 5G si vous investissez d'abord pour que tous les territoires soient équipés fibre optique. Et il y a eu des appels d'offres qui ont été lancés, le département a lancé un appel d'offres, et c'est SFR qui a été retenu. Et on voit, les choses bougent. Quand c'est un industriel qui est du métier, les choses bougent. La fibre optique, elle est à Montmort, là. Elle est à Montmort, elle est pas loin. Et le centre qui a été installé à Montmort, il doit permettre de relier Vennes et toutes les villes du Val d'Oise, là, Oze, Château-d'Oise, Château-Bordeaux, etc. Donc, les indications que j'ai, c'est que on devrait pouvoir commencer à proposer les raccordements fibre optique dès la fin de cette année, aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises qu'aux établissements publics. Et donc les deux conditions sine qua non sont disponibles, et c'est pourquoi je commence déjà, vous avez vu là déjà, notamment avec Ortec, je commence à aller voir les entreprises, à leur dire, maintenant ça arrive, hein, et vous pouvez commencer à réfléchir, si vous avez un projet d'implantation ou d'extension, pensez à Vennes. Vous aurez des conditions de prix de terrain extrêmement concurrentielles par rapport à ce qui se pratique sur la Côte d'Azur, dans les grandes métropoles, à Marseille ou à Aix. Vous aurez pour vos employés un cadre de vie extraordinaire. Vous serez dans une ville où il y a encore beaucoup de services, que ce soit la santé, l'éducation, etc. Donc ça a plein d'atouts, et effectivement j'ai un écho favorable. Et je vais continuer, si je suis élu, bien entendu, et je me consacrerai à fond à ce sujet. Et moi, ce que je vise, c'est d'avoir des sociétés un peu à haute valeur ajoutée, hein, pour être compétitif par rapport au reste du marché mondial, et puis qui sont raccordées au numérique. Donc c'est des sociétés dans le domaine de l'ingénierie, et Enodi vous en a parlé, de la télésurveillance, hein, il y a des sociétés qui se montent pour surveiller les parkings à distance, pour surveiller des salles blanches dans l'industrie pharmaceutique, d'ailleurs un peu ce que fait Netzeler déjà, ça, surveiller les réseaux électriques. Et puis dans le domaine de la fabrication 3D, qui est à nouveau pour cette fabrication qui est en plein boom, mais c'est un truc idéal pour Vennes et pour les Hautes-Alpes, parce que ce sont des petites unités, c'est pas polluant, c'est de la haute technologie. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de la vallée de l'Arve qui s'est développée autour de l'industrie du décolletage, et qui a réussi à considérer, ils sont numéro 1 partout. Donc pourquoi pas nous dans le domaine de la fabrication 3D. Voilà, c'est l'ambition que je vous propose pour Vennes et pour les Hautes-Alpes. Alors pour toutes ces entreprises, bien sûr, il faut aussi s'occuper de celles qui sont là, parce qu'il faut aussi les soutenir, les aider, hein, et puis les mettre un peu en valeur. Parce que moi, il y a des gens, je leur parle de CGR, mais CGR, c'est quoi elle est où cette usine? Enfin, c'est incroyable. Donc, je pense qu'avec Isabelle, nous allons organiser, et d'ailleurs on a commencé, organiser des petits déjeuners entrepreneurs pour que déjà les gens se connaissent entre eux, s'échangent les bonnes pratiques, et puis nous prévoyons de mettre en place un site internet dédié, hein, et nous prévoyons également de les faire connaître à la population, organiser, comme j'avais eu l'occasion de le faire, des journées portes ouvertes, hein, pour que les gens y viennent voir. Et puis en général, ils sont ébahis quand ils voient ça, ils se disent mais on a ça ici à Vennes, incroyable. Voilà, donc des contacts existent, bien entendu, et seront poursuivis si par chance ou si vous nous élisez à la municipalité de Vennes. Alors, la municipalité, je vous rappelle que dans ce scrutin, vous élisez à la fois les conseillers municipaux et les conseillers communautaires. Hein, c'est un fléchage sur un certain nombre de conseillers municipaux. Donc s'ils sont élus conseillers municipaux, ils sont automatiquement conseillers communautaires de la communauté de communes. Alors la communauté de communes a aujourd'hui, par la loi NOTRe et les différentes lois, un grand nombre de compétences clés,
dont la compétence clé du développement économique. Donc pour moi, il est impensable que la ville de Veynes ne soit pas représentée au plus haut niveau dans cette communauté de communes. Et donc j'ai l'intention, si je suis élu maire de Veynes, bien entendu, de briguer la présidence de la communauté de communes. Et ceci, bien entendu, à la fois dans un esprit de défendre les intérêts de la ville, mais président de la communauté de communes, ça oblige aussi à défendre les intérêts de toutes les communes. Donc ça se fait dans le cadre d'un projet de territoire où toutes les communes pourraient s'y retrouver. Voilà le programme, ce que je vous propose. Merci d'avoir été patient jusque-là. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Il y a une question là, puis après. On peut passer le micro ou là. Là. Bonjour, Michel Chardon. Je suis un peu frustré parce que j'étais venu avec l'idée de poser des bonnes questions, d'essayer de faire avancer quelques idées. Et puis je suis vraiment embêté parce qu'en fait j'ai eu la plupart des réponses aux questions que je voulais poser. Donc je suis vraiment embêté. Mais moi je voudrais insister sur un point qui est un peu loin, disons, des projets importants que vous avez développés. Ce serait bien d'avoir une mairie qui enfin réponde aux gens quand ils leur posent une question. Répondre aux courriers, même aux courriers recommandés auxquels on n'a jamais aucune réponse, rappelle au téléphone quand on a vraiment besoin, dans une urgence, d'un problème. Ce que je dis, c'est vraiment un ras de terre, mais c'est des choses qui exaspèrent une partie de la population. Et je pense que la gestion courante et quotidienne, c'est vraiment un point fort à développer, la communication et la réponse surtout aux problèmes. Moi je fais partie des Vénois qui ont connu la rue Berthelot circulant dans les deux sens, avec Lulu d'Astrovine qui livrait son charbon devant la pâtisserie d'Orlande Macor, les queues interminables les jours de marché. Donc ça remonte un peu à loin. Je sais très bien qu'on ne pourra jamais revenir à ça. Il ne faut pas rêver. Les flux ont changé. Aujourd'hui, les gens ne commandent pas Internet. Pourquoi ils commandent par Internet? Parce que on le sait tous, c'est comme ça. Ils vont chercher leur colis chez un commerçant qui est incapable, c'est pas sa faute, mais qui ne pourra jamais leur livrer aussi rapidement que ce qu'ils commandent par Internet. Mais par contre, il va leur donner le paquet qu'il n'a pas pu leur vendre. Il y a ce flux économique qui échappe de toute façon, il y a les grandes surfaces, il y a tout ça qui a changé, donc on ne peut pas rêver, on ne pourra jamais recréer Veynes, et il faut cesser de faire du passéisme par rapport à ça. Il faut regarder vraiment, pour moi, l'avenir. L'avenir, il est à travers beaucoup de choses que vous avez évoquées. La Rochefoucauld disait, il ne faut pas créer les opportunités, il faut les saisir. Moi, personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pas tout à fait. Mais je fais confiance à cette équipe pour saisir, mais créer aussi des opportunités. Merci beaucoup. Sur le point de la réactivité, j'y suis particulièrement sensible parce que dans toute ma carrière, on avait forcément un service client et cette réactivité est extrêmement importante et je pense qu'effectivement, il faut bien rappeler à tout le monde, que ce soit des élus ou les agents, qui sont au service de la population. La population, c'est leur client. Et on peut pas laisser des questions sans réponse, même si on fait qu'une réponse de dire oui, ok, on a bien votre problème, on va l'étudier, on vous donnera une réponse définitive dans 15 jours, dans un mois. Mais c'est le minimum, effectivement. Donc merci d'avoir souligné ce point. Donc, le docteur Leboeuf, vous voulez poser une question? Est-ce qu'on peut lui transmettre le micro? Non, mais ça fait... Il attend là. Comment? D'accord, je voudrais soutenir... Vous n'auriez pas dû vous mettre en haut, c'est plus difficile. Bon, est-ce qu'on m'entend? Oui. Alors bonjour les amis, bonjour Monsieur Vente et bonjour son équipe. Je vais faire vite. J'ai vécu l'âge d'or de Veynes, 1980, notamment pour des nouvelles entreprises et des grands projets municipaux. Le grand débat national vous a aidé à orienter, comme vous l'avez très bien fait,
Vennes pour agir et faciliter la vie quotidienne de notre ville. Je vous cite juste 3 grands projets. Merci. Concrétisés en 75 et 80, notamment les panneaux solaires. Vennes, ville européenne la plus fournie en panneaux solaires par habitant surface. Article paru dans le Paris Match, si vous retrouvez la date. Et la fabrication de cathétérismes médicaux d'exploration, tenez-vous bien, endovasculaire à Vennes, à l'usine RH. Hein? Je sais parce que j'y ai participé. Donc, il y a un troisième, c'était Vennes Ville d'Air, avec son label Vennes Ville d'Air, manifestation sportive décrite par M. Andre. On peut aussi penser à un parking auprès de l'église. Largement la place pour faire un grand parking. Oui, je finis, M. Andre. J'ai oublié de parler de réaménagement de la place de l'église. Je finis, M. Andre. Je ne veux pas vous couper. Oui. Les panneaux ne résistaient pas au froid à cette époque. Et ils pétaient tous au froid. C'est pour ça que ça s'est arrêté, les panneaux solaires. À Vennes, la construction avec les usines solaires que vous connaissez tous. J'espère que votre projet, grâce à votre profession, pourra se concrétiser et mettre en valeur des sites d'entreprise. Et le développement de la santé, vous n'en avez pas parlé beaucoup, pour tous à Vennes. Je vous demanderai simplement, M. Ventre, êtes-vous sûr de faire un projet de territoire, comme vous l'avez cité maintenant, Vennes, capitale de Buèche. Je vous remercie. Merci de votre intervention. Avant de passer la parole à Andrea, qui l'a demandé tout à l'heure, j'ai oublié quelque chose dans mon exposé à la fin du programme, c'est que vous êtes tous conscients qu'il y a une demande de démocratie participative importante. Je pense qu'on doit tous aller dans ce sens-là, mais peut-être aller à une vitesse raisonnable, parce qu'il faut apprendre en marchant. Et ce que je propose, c'est que dans ce domaine-là, quand on fait des réunions publiques pour présenter des projets, on n'a jamais une foule extraordinaire. C'est qu'un petit échantillon de la population qui vient écouter et éventuellement poser des questions, et après on fait passer ça au conseil municipal, c'est voté, et tout le monde est content en pensant que tout le monde effectivement est content, ce qui n'est pas le cas. Et donc ce que je propose, si on est élu, c'est que pour les grands investissements, les projets importants, nous fassions un référendum citoyen. C'est-à-dire que toute la population soit consultée. Voilà, avec un engagement moral, bien entendu, que si c'est rejeté, on ne le fasse pas. Voilà, bien sûr. Mais ça paraît important. On est élu sur un programme. On est donc en principe élu pour réaliser ce programme. Mais après, il y a des choses qui évoluent. Il y a des choses qui n'étaient pas exactement comme on les avait pensées au départ. Et il me paraît essentiel et important d'avoir ce système de consultation de la population pour les grands investissements. Ça aurait pu être le cas sur la médiathèque, par exemple. Bien, Andrea. Je voulais soutenir ce qu'a dit monsieur, parce qu'on est des candidats, mais on est des habitants de Vennes. On souffre autant que vous de ce manque de communication. On a mis des années pour que la rue où j'habite ait une plaque. Il y a des gens qui ont envoyé des lettres recommandées pour qu'on sache qu'on habite rue de la Côte. C'est hallucinant, voilà. Et pour le mandat précédent, on a attendu 1 an qu'on nous pousse quelques mètres cubes de terre. Donc je partage tout à fait ce que vous venez de dire. Voilà. La communication pour les petites choses du quotidien. Donc on pense aux grands projets. Alors là, il y a toujours beaucoup d'argent. Mais les petites choses du quotidien qui ne présentent pas beaucoup d'intérêt, oui. Voilà, ça prouve à quel point on ne s'intéresse pas à notre quotidien dans des petites choses banales de la vie, si la rue est balayée, voilà, si on a une ampoule qui est claquée depuis 6 mois, des choses comme ça. C'est évident qu'on va s'attacher surtout aux besoins qui peuvent être satisfaits en très peu de temps et qui représentent des budgets ridicules. Voilà. Donc c'est valable pour toute la France, un grand projet, le budget d'une ville, et puis on ne s'intéresse plus aux petites choses du quotidien. Donc j'appuie ce que vous avez dit. Voilà. J'étais également... Merci. D'autres questions?
écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à vous remercier d'avoir participé à cette réunion, et je crois que nous avons été, mon équipe et moi, particulièrement heureux d'avoir l'opportunité de présenter à la fois l'équipe et le programme. Et rendez-vous le 15 mars. En attendant, je propose un pot de l'amitié avec une marquisette faite par Roland et Jean-Pierre Ray. Je peux vous dire que c'est vraiment leur spécialité et qu'elle est extraordinaire. Voilà, merci.